Au feu du jour, elle devient brillante des écumes d'argent qui festonnent la grève. La mer inspire particulièrement le bouillonnant poète marseillais Joseph Méry. Ce jour-là, beau et venteux de mars 1843, en attendant au bord de mer son ami Alexandre Dumas, parti visiter le château d'If, il contemple, avec toujours le même émerveillement, le ciel lumineux de Marseille et les vagues turquoises. Et il griffonne sur un coin de table ces quelques vers charmants. Combien de fois, depuis mes courses enfantines, j'ai contemplé la mer et ses voiles latines, l'île de Mirabeau, rocailleuse prison, les monts bleus dont le cap s'effile à l'horizon, les golfes recueillis où le flot de Provence chante de volupté sous le pin qui s'avance. L'île de Mirabeau, c'est évidemment l'île, ou plutôt devrait-on dire l'îlot d'If, car il mesure que 290 mètres de longueur sur 168 mètres de large et environ 900 mètres de pourtour. Mais ce qui fait son originalité, c'est qu'il est fortifié depuis 1525 sous le règne de François Ier. Le vainqueur de la fameuse bataille de Marignan s'y rendit en 1516 pour observer un animal étrange et mystérieux, un animal inconnu que le roi du Portugal, Emmanuel le Magnifique, avait décidé d'offrir au pape Léon X et qui avait été débarqué sur l'île dans l'attente d'entamer la seconde partie de son voyage vers Rome et le Vatican. L'animal en question était un rhinocéros, qui sera immortalisé par une célèbre gravure de Dürer. Le roi s'intéressa plus, semble-t-il, au lieu où il était exposé qu'à l'animal lui-même. Et il ordonna immédiatement que l'on fasse construire sur l'île une forteresse destinée à protéger Marseille de toute intrusion guerrière. La première pierre fut posée le 20 décembre 1524 et c'est en 1529 que fut décidé précipitamment d'y construire sa fameuse tour, à partir des pierres en provenance des bâtiments extérieurs des remparts de la ville, lesquels avaient été détruits lors d'une attaque de l'Autriche, d'où la définition très explicite donnée à la forteresse par l'historien Raoul Busquet, un morceau de Marseille transporté sur un rocher du Golfe. Cette décision royale fut mal accueillie par les Marseillais, à l'époque, sans doute parce qu'ils rechignaient de n'avoir pas été consultés et qu'ils allaient devoir, une fois de plus, mettre la main au gousset. Par ailleurs, il faut dire que l'île d'If, comme celle de Pomègue et de Ratonneau, présentait un avantage pour eux et pour les navires du fait qu'elle n'était pas habitée. En effet, il était plus intéressant de débarquer les marchandises aux îles, où il n'y avait plus âme qui vive, car cela vous permettait d'échapper à certaines taxes exigées lorsqu'un navire touchait le port. Détourner le règlement, je ne vous apprendrai rien, n'est pas un crime, en fait bien méchant, mais a toujours fait partie de l'art de vivre des Marseillais. De surcroît, les 25 kilomètres de criques et de calanques bordant les rochers de ces îles constituaient des abris quand un coup de Mistral surprenait des navires au large. Seulement voilà, l'amiral de France, M. de Lafayette, avait persuadé le roi de l'importance stratégique de ces îles, et en particulier de l'île d'If, d'où l'édification à la hâte de la tour. Les Marseillais étaient consternés et furieux. Il fallait être un Parisien pour avoir des idées pareilles et dépenser des fortunes pour construire des défenses qui ne serviraient à rien. L'avenir leur donnera raison. Ils essayèrent bien, tant bien que mal, de convaincre l'amiral de son erreur d'appréciation. Le plus diplomate d'entre eux le rencontra même lors de sa visite à Marseille le 9 mai, lui faisant ressortir notamment que le vieux système de guet,
qui, depuis le relais de Marseille vert, qui signifie voir Marseille, puis de la colline de la Garde, était bien plus sûr pour alerter la cité si une galère espagnole ou génoise venait s'aventurer par là. Certes, les îles avaient servi d'abri et de mouillage à la flotte française lors des tentatives de blocus de Marseille, du 4 août au 25 septembre 1524 par les galères de Charles Quint commandées par Andrea Doria. Mais elles n'avaient joué aucun rôle actif, aucun rôle important dans la défense de la ville. Malgré tous les efforts de nos diplomates, l'amiral resta obstinément sur ses positions, provoquant la colère des Marseillais. Alors, de nos jours, il n'aurait pas manqué de se constituer en association contre ces travaux inutiles et fort coûteux, et de lancer des pétitions. Bon, à l'époque, ce n'était pas à la mode. Quoi qu'il en soit, l'amiral, peu ému par le mécontentement ambiant, n'hésita pas à mener à bien son projet sans demander l'avis de personne et à réquisitionner pour cela tous les maçons de Marseille afin d'édifier la tour d'If en un mois, un tout petit mois, au mépris, reconnu Vauban, 2 siècles plus tard, de sa solidité. L'inutilité militaire du château d'If, flambant neuf, fut prouvée rapidement dès le second siège de Marseille en 1536, où la garnison de 30 soldats et de 4 marins tira en tout et pour tout 3 coups de canon en 3 semaines, n'empêchant nullement, bien entendu, les galères de Doria de mouiller à Pomègue, hors de portée de l'artillerie d'If, et de débarquer au cap Pinède. En 1589, le grand-duc de Toscane s'emparera de l'île avec une facilité déconcertante. On se servit donc du fort comme prison pour les politiques et surtout les prisonniers enfermés sur lettre de cachet et plus tard les protestants. Au château d'If furent enfermés le chevalier Anselme, accusé de complot contre le roi en 1580, le jeune Mirabeau ou encore le général Kléber. Cependant, au fil des ans, les Marseillais se prennent d'affection pour leur fort d'opérette. La goélette dans laquelle a embarqué Alexandre Dumas donne à pleine voile sur l'îlot rocheux qui semblait sortir des flots comme une semée de rocs sur la plaine liquide. La mer est assez forte et bat les côtes, déchiquetées par le vent. Alexandre rit comme un enfant et savoure le contact vivifiant des embruns sur son visage. Il avait tout juste 30 ans et était déjà célèbre en tant que dramaturge depuis le succès de sa pièce Henri III et sa cour. C'était sa 3e visite à Marseille. La première fois, c'était en 1832, puis il y fit une halte en compagnie de sa femme Ida Ferrier pour se rendre en Italie en 1840. Pour ce 3e séjour, il était donc l'invité de son ami Joseph Méry, qui, avec fierté, lui fit visiter sa ville en pleine transformation. Oui, exactement. La monarchie de Juillet avait percé les grandes artères de notre ville, au cœur de notre ville, qui existe toujours, donnant ainsi du travail aux chômeurs, facilitant les déplacements et contribuant à la prospérité de la cité phocéenne. Un passionné d'urbanisme, qui n'était marseillais que d'adoption, Anselme Bernex, avait imaginé de percer un large boulevard de Castellane à la mer, par une avenue en équerre traversant la campagne. Ainsi allait naître l'avenue du Prado, que les Marseillais très fiers appelèrent aussitôt les Champs-Élysées de Marseille. Alexandre Dumas, séduit, écrira « À 100 pas de la place Castellane, on se trouve hors Marseille par un beau boulevard où il y aura des arbres dans 20 ans. » C'est le duc d'Orléans, le fils de Louis-Philippe, du roi Louis-Philippe, qui inaugura l'avenue du Prado, après avoir permis de faire sauter le dernier bouchon qui l'empêchait de déboucher sur la plage
la caserne des douanes qui se trouvait en plein milieu. Le duc d'Orléans avait joué indirectement et involontairement quelques années plus tôt, comme on le verra tout à l'heure, un rôle non négligeable dans la destinée hors de commun d'Alexandre Dumas. Joseph Méry fit également découvrir à son ami le chantier colossal qui devait enfin mettre la ville à l'abri de la pénurie d'eau et qui ne sera achevé que 30 ans plus tard avec l'inauguration du palais Longchamp, le plus surprenant et le plus majestueux palais hydraulique jamais construit. Alexandre Dumas est enchanté et loue le dynamisme et la détermination de Marseille. Mais sa plus grande joie, lors de son séjour, fut d'obtenir de visiter le château d'If. Ce n'était pas évident alors de se rendre sur l'île qui restera une prison d'État jusqu'en 1880. Il fallait des autorisations, c'était vraiment pas commode. Alexandre était à la fois très ému et excité, comme un gosse. Peut-être songeait-il, en foulant le sol de l'île, à une autre île qui fut le berceau de sa famille, l'île de Saint-Domingue. En 1760, un noble normand, Alexandre David de la Pailletterie, partait à Saint-Domingue, l'une des principales îles des Caraïbes, pour y planter de la canne à sucre et y faire fortune. Il fut bientôt suivi par ses deux frères. L'île de Saint-Domingue était alors peuplée d'esclaves. On les achetait, on les faisait travailler, on les fouettait, on les vendait. Quelquefois ils se révoltaient. Ils en appelaient alors à leurs anciens dieux qui donnent de la force lorsqu'on est en transe et que l'on se retrouve projeté sur des planètes inconnues aux couleurs vertes et rouges de la violence et de la liberté. On utilise les filtres d'amour et la drogue. On sacrifie des coqs à la pleine lune, des coqs qui continuent à courir près du cercle de feu, sans tête. Du coup, des malheureux volatiles jaillit des flots de sang et des incantations montent du ciel pour défendre la race noire afin qu'elle ne soit pas exterminée par les seigneurs qui l'ont achetée parce qu'ils ignorent les esprits de la jungle et de la nuit. Les trois frères avaient établi un domaine magnifique, un exemple d'ordre et d'organisation près d'une montagne qui s'appelait Monte Cristo. En entrant dans l'âge, Alexandre David de la Pailletterie, devenu très riche, était tombé amoureux d'une jeune et ravissante noire qui lui servait de domestique et qui était son esclave. Elle s'appelait Louise Césette Dumas. Elle allait se retrouver enceinte et mettre au monde en 1762 un beau et robuste bébé, couleur café au lait, le père d'Alexandre, qui quitta l'île à l'âge de 18 ans et deviendra le général Dumas, républicain sincère et soldat redouté qui, à lui tout seul, se battra en 1797 contre un escadron de cavaliers autrichiens, soit au moins 300 soldats, et les fit reculer. Le général Dumas, un ami de Brune et de Marat, qui s'opposa à Napoléon pour épargner ses hommes. Alexandre Dumas hérita de son père cette force extraordinaire et également son goût immodéré pour les femmes. Né à Villers-Cotterêts, petite ville de l'Aisne, il n'avait que 4 ans à la mort de son père, mais sa jeunesse ne sera pas moins heureuse, car il fut très aimé par sa mère et sa famille et il ne rencontrera aucun sentiment de racisme dans les milieux aristocratiques qu'il fréquentera. Pour les descendants de la noblesse d'épée, pour les catholiques royalistes, il est d'un sang valeureux et c'est ce qui compte. Il mènera donc une jeunesse tranquille, bien que plutôt fauchée, parce que son père, qui eut l'imprudence de s'opposer ouvertement à Napoléon, mourra ignoré du pouvoir, laissant sa famille dans les difficultés. Sa mère lui apprit à lire dans un livre de Buffon, orné de gravures sur les oiseaux, les animaux et les fleurs.
Destiné à une belle carrière de notaire, il préféra plonger dans le monde magique de la littérature et de la poésie. Il faut souligner que si Alexandre avait un père général républicain, son grand-père était colonel d'artillerie de Louis XVI et il pouvait donc prendre le nom de David de la pailletterie, ce qui lui aurait donné le droit à une bourse et même d'entrer dans les pages du roi. Mais il fallait pour cela qu'il abandonne le nom de Dumas que son père avait pris de sa mère. Ne voulant pas renier son père qu'il admirait, et sa grand-mère, esclave noire, il décida à 15 ans de garder le nom de Dumas. Il sera le deuxième Alexandre Dumas et à 18 ans, il a soudainement la révélation du théâtre en assistant à Soissons à la représentation de Hamlet et il deviendra très vite l'un des auteurs dramatiques les plus prolixes de son temps, qui le premier fit triompher le drame romantique à 26 ans avec Henri III et sa cour qui lui apporta la célébrité. Lorsqu'il visite le château d'If en ce mois de mars 1843, il a déjà écrit plus d'une centaine de pièces et commence seulement, presque timidement, à explorer la voie romantique, entraîné par le succès prodigieux des Mystères de Paris de son ami Eugène Sue. Ce jour mémorable, au fur et à mesure qu'il découvre le fort, il sent confusément s'éveiller son imagination fébrile. Peu à peu, une histoire se dessine dans son esprit, une histoire dans laquelle Marseille et le château d'If tiendrait une place essentielle. De retour à Marseille, il saute au cou de Joseph Méry et lui expose avec enthousiasme son projet de roman. Il écrit le soir même à son ami et collaborateur Auguste Maquet « Ça y est, nous faisons Monte Cristo. Je rentre demain. Si vous pouvez venir après-demain déjeuner avec moi, il faut que nous en parlions. » Alexandre Dumas, romancier, fonctionnera comme un véritable studio, dans l'acception américaine du mot. Le romancier Didier Decoing, qui est l'actuel président de la Société des Amis d'Alexandre Dumas, citant Gustave Flaubert, me rapportait il y a quelques années que Flaubert, non sans une pointe d'ironie, disait d'Alexandre Dumas qu'il divertissait comme une lanterne magique. Comment cette lanterne magique ne nous ferait-elle pas penser à la boîte à manivelle du cinématographe balbutiant de Georges Méliès, d'Eisenstein ou de Griffiths? C'est ce qui fit dire à Didier Decoing que Dumas inventa presque le cinéma. Producteur et metteur en scène, Alexandre Dumas, dans ses pièces de théâtre, préfigura ce que seront les futures productions cinématographiques. Pour prendre un simple exemple, sa mise en scène de Caligula exigea la présence sur scène de 4 chevaux blancs, précurseurs des 4 coursiers au nom d'étoiles qui, menés par Bénure, remporteront sur tous les écrans du monde la course des chars, la course de chars la plus célèbre, du plus célèbre péplum de tous les temps. Sans Dumas, le cinéma ne serait peut-être pas tout à fait ce qu'il est, affirme même Catherine Toesca, auteure des 7 Monte Cristo d'Alexandre Dumas, qui raconte dans son livre qu'en 1907, le réalisateur américain Francis Box et le producteur William Selig décidèrent de tourner la première adaptation cinématographique du Comte de Monte Cristo. Après avoir trouvé près de Los Angeles les décors parfaits pour les extérieurs, ils choisirent pour implanter le studio où seront filmées les scènes d'extérieur une colline sereine et bucolique qui s'appelle Hollywood. On sait par ailleurs que les principaux romans d'Alexandre Dumas seront publiés d'abord en feuilleton, comme c'était la mode à l'époque, dans les journaux.
Et il est incontestable que la cadence infernale du feuilleton à l'époque est une copie presque conforme de celle qui préside au tournage. Alexandre Dumas était entouré d'une équipe dévouée qui ne manquait pas d'houspiller, et ses ennemis ne se gênèrent pas pour dire que ce mulâtre avait des nègres. Parmi eux, Leven, Gérard de Nerval, mais oui, le grand poète, précurseur de Baudelaire et du surréalisme, Gaspard de Cherville et l'incontournable Auguste Maquet, à qui il accorda même le droit de signer avec lui la plupart de ses drames, ce qui explique que Maquet, lui ayant survécu de 18 ans, l'œuvre de Dumas n'entrera qu'en 1952 dans le domaine public. Pour en revenir au comte de Monte Cristo, c'est en fait Maquet qui donna l'idée à Dumas du comte de Monte Cristo, comme il lui donnera l'idée des Trois Mousquetaires, du Chevalier d'Hermental et de nombreux autres ouvrages. Tout commença donc en 1842. Dès qu'il se fit romancier, Alexandre Dumas s'inscrivit très vite dans un mouvement qui fut celui des écrivains de son temps, Chateaubriand, Lamartine, Stendhal, Flaubert. Il voyagera dans toute l'Europe. L'orientalisme est également à la mode, il faut le préciser, et ceci depuis la campagne d'Égypte. La conquête de l'Algérie dévoile les splendeurs de civilisation des pays qui bordent la Méditerranée, et Dumas, qui devra renoncer à accomplir un véritable voyage en Orient, faute de crédit, se rendra en revanche à Tanger, Tétouan, Tunis, Bonn, Constantine et Alger. Au cours de l'un de ces périples en Méditerranée, alors qu'il longeait les côtes de l'île de Monte Cristo, en compagnie du prince Napoléon, fils de Jérôme Bonaparte, neveu de Napoléon Ier, il annonce au prince son intention d'écrire un roman intitulé « L'île de Monte Cristo », en souvenir de ce voyage. Un fait divers l'inspire pour élaborer ce roman, l'histoire d'un jeune cordonnier, François Picot, victime d'une dénonciation mensongère et auteur d'une noire vengeance, rapportée dans ses mémoires par Jacques Pochet, un ancien officier de police, le diamant de la vengeance, le diamant et la vengeance. François Picot deviendra le modèle de Fernand Dantès. Par ailleurs, Dumas puise également, pour composer le Comte de Monte Cristo, dans un crime de famille, une sombre affaire d'empoisonnement familial dont l'une des protagonistes était Madame de Villefort. Toutefois, l'idée géniale de raconter avec force détail la première partie de la vie de Fernand ainsi que sa captivité lui vint d'Auguste Maquet. En conséquence, il ne s'agissait plus que de situer l'action de cette première partie. Et ce fameux jour de mars 1843, il venait de trouver ce lieu, d'où son excitation et sa joie exubérante. Aussitôt rentré à Paris, Alexandre Dumas se mit au travail, et le Comte de Monte Cristo sortira en feuilleton dans le Journal des Débats un an plus tard et jusqu'en janvier 1846. Ce fut un immense succès et il demeure encore aujourd'hui l'œuvre phare de Dumas. L'histoire commence donc à Marseille avec l'arrivée du 3 mâts, le Pharaon. Le 28 février 1815, la vigie de Notre-Dame de la Garde signala le 3 mâts, le Pharaon, venant de Smyrne, Trieste et Naples. Comme d'habitude, un pilote côtier partit aussitôt du port, rasa le château d'If et alla aborder le navire entre le cap de Morjou et l'île de Riou. Aussitôt, comme d'habitude encore, la plateforme du fort Saint-Jean s'était couverte de curieux, car c'est toujours une grande affaire à Marseille que l'arrivée d'un bâtiment, surtout quand ce bâtiment, comme le Pharaon, a été construit, gréé, arrimé sur les chantiers de la vieille fossée et appartient à un armateur de la ville. Cependant, le bâtiment s'avançait.
Il avait heureusement franchi le détroit que quelques secousses volcaniques a creusé entre l'île de Calsereigne et l'île de Jarre. Il avait doublé Pomègue, et il s'avançait sous ses 3 huniers, son grand phoque et sa brigantine, mais si lentement et d'une allure si triste que les curieux, avec cet instinct qui presse un malheur, se demandaient quel accident pouvait être arrivé à bord. Néanmoins, les experts en navigation, reconnaissant que si un accident était arrivé, car ce ne pouvait être au bâtiment lui-même, car s'il s'avançait dans toutes les conditions d'un navire parfaitement gouverné, son ancre était en mouillage, ses haubans de Beaupré décrochés, et près du pilote, qui s'apprêtait à diriger le Pharaon par l'étroite entrée du port de Marseille, était un jeune homme au geste rapide et à l'œil actif, qui surveillait chaque mouvement du navire et répétait chaque ordre au pilote. La vague inquiétude qui planait sur la foule avait particulièrement atteint un des spectateurs de l'esplanade de Saint-Jean, de sorte qu'il ne put attendre l'entrée du bâtiment dans le port. Il sauta dans une petite barque et ordonna de ramer au-devant du Pharaon, qui l'atteignit en face de l'anse de la réserve. En voyant venir cet homme, le jeune marin quitta son poste à côté du pilote et vint, le chapeau à la main, s'appuyer à la muraille du bâtiment. C'était un jeune homme de 18 à 20 ans, grand, svelte, avec de beaux yeux noirs et des cheveux d'ébène. Il y avait dans toute sa personne cet air de calme et de résolution particulier aux hommes habitués depuis leur enfance à lutter avec le danger. « Ah, c'est vous, Dantès !» cria l'homme à la barque. « Qu'est-il donc arrivé? Pourquoi cet air de tristesse répandu sur tout votre bord ?»« Un grand malheur, monsieur Morel, » répondit le jeune homme. « Un grand malheur, pour moi surtout. À la hauteur de Civitavecchia, nous avons perdu ce brave capitaine Leclerc. »« Et le chargement ?» demanda vivement l'armateur. « Il est arrivé à bon port, monsieur Morel, et je crois que vous serez content sous ce rapport. Mais ce pauvre Leclerc... » « Que lui est-il donc arrivé ?» demanda l'armateur d'un air visiblement soulagé. « Que lui est-il donc arrivé à ce brave capitaine ?»« Il est mort? Tombé à la mer ?»« Non, monsieur, mort d'une fièvre cérébrale, au milieu d'horribles souffrances. » Puis, se retournant vers ses hommes, « Oh là, hé !» dit-il, « chacun à son poste pour le mouillage. » L'équipage obéit. Au même instant, les 8 ou 10 matelots qui le composaient s'élancèrent les uns sur les écoutes, les autres sur les bras, les autres aux drisses, les autres aux halebas des phoques, enfin les autres aux cargues des voiles. « Dame, que voulez-vous, monsieur Edmond ?» reprit l'armateur qui paraissait se consoler de plus en plus. « Nous sommes tous mortels, et il faut bien que les anciens fassent place aux nouveaux. Sans cela, il n'y aurait pas d'avancement. Et du moment que vous m'assurez que la cargaison est en bon état, monsieur Morel, je vous en réponds. » Puis, comme on venait de dépasser la tour ronde, « Amen et cargue partout !» cria le jeune marin. Au dernier commandement, toutes les voiles s'abaissèrent, et le navire s'avança de façon presque insensible, ne marchant plus que par l'impulsion donnée, et il vint s'immobiliser sur le bord du quai. Alors, le comte de Monte Cristo paraît la même année que Marseille et les Marseillais de Méry. Et le plus extraordinaire, c'est que, du fait de son succès immense, la cité phocéenne allait connaître aussitôt une immense notoriété dans tout le pays et au-delà même des frontières de l'Hexagone. Pourtant, il faut bien le reconnaître, Marseille est assez peu présente dans le roman. Elle est en fait peu montrée ou décrite. Elle ne sert en quelque sorte que de toile de fond. Mais peu importe. Elle était, pour la première fois sans doute, traitée en grande personne, comme Paris. Et Dumas d'évoquer les Catalans, la réserve, comme si tout le monde en France, la Canebière, comme si tout le monde en France connaissait ces quartiers, ces artères de la cité phocéenne. En fait, jusque-là, Marseille n'était connue que d'une minorité par des récits de voyage, quelques ouvrages d'histoire, plutôt destinés aux initiés, et de très rares poèmes. Avec le comte de Monte Cristo, elle entrait résolument dans le domaine de la fiction et par conséquent dans celui du mythe.
Par ailleurs, le commun des mortels allait découvrir cette ville que certains considéraient encore, comme le colonel Berthomier Desproges, qui sera l'un des héros de la guerre de Crimée, comme n'étant pas encore la France. Incontestablement, Alexandre Dumas, Marseille doit beaucoup à Alexandre Dumas. Alexandre Dumas lui a donné une existence littéraire et une image lumineuse et fascinante. Le seul titre du roman, Le Comte de Monte Cristo, suffit à évoquer aujourd'hui, partout dans le monde et pour tous, le nom et l'image de la ville. Pourtant, et c'est là le revers de la médaille qu'on ne peut pas ignorer, Le Comte de Monte Cristo était d'abord un roman noir. Et Marseille allait désormais balancer sans cesse entre la farce ensoleillée, à qui Marcel Pagnol donnera ses lettres de noblesse, et la ténébreuse affaire. Et on peut peut-être le regretter. Il est très facile de coller une étiquette sur un produit, sur une personne, comme sur une cité. La figure du Marseillais allait trop souvent osciller à partir de là entre la bonhomie un peu naïve et la malhonnêteté sans vergogne. En 1867, Les mystères de Marseille du jeune Émile Zola allaient dépeindre un univers peuplé d'hommes d'affaires véreux, de demi-mondaines, d'usuriers. Mais ni Dumas ni Zola ne sont responsables du fait que leur peinture de certains quartiers louches de la ville ou de personnages peu recommandables, comme il y en a partout, ne deviennent, dans le cas de Marseille, un véritable cliché. Ce qui est incontestable, c'est que Alexandre Dumas aimait beaucoup notre ville et souhaitait la faire connaître au plus grand nombre, et dans ce sens, on peut dire qu'il y réussira au-delà de toute espérance. Dantès, dans le roman, sera victime d'un complot odieux, sera arrêté durant son repas de noces, accusé d'avoir participé à une intrigue bonapartiste visant le roi, transféré en grand secret dans la prison du Château d'If, d'où il parviendra à s'évader après 14 années de captivité en prenant la place du cadavre de l'abbé Faria dans le sac qui lui servait de cercueil. Voyons cet épisode de l'évasion de Dantès. On s'arrêta à la porte. Le pas était double. Dantès devina que c'étaient les deux fossoyeurs qui le venaient chercher. Ce soupçon se changea en certitude quand il entendit le bruit qu'ils faisaient en déposant la civière. La porte s'ouvrit. Une lumière voilée parvint aux yeux de Dantès. Au travers de la toile qui le couvrait, il vit deux ombres s'approcher de son lit. Une troisième à la porte, tenant un falot à la main. Chacun des deux hommes qui s'étaient approchés du lit saisit le sac par une de ses extrémités. « C'est qu'il est encore lourd pour un vieillard si maigre !» dit l'un d'eux en le soulevant par la tête. « On dit que chaque année ajoute une demi-livre au poids des os, dit l'autre en le prenant par les pieds. « As-tu fait ton nœud ?» demanda le premier. « Je serais bien bête de nous charger d'un poids inutile, dit le second. Je le ferai là-bas. »« Tu as raison, partons alors. »« Pourquoi ce nœud ?» se demanda Dantès. On transporta le prétendu mort du lit sur la civière. Edmond se raidissait pour mieux jouer son rôle de trépassé. On le posa sur la civière, et le cortège, éclairé par l'homme au falot qui marchait devant, monta l'escalier. Tout à coup, l'air frais et âpre de la nuit l'inonda. Dantès reconnut le Mistral. Ce fut une sensation subite, pleine à la fois de délices et d'angoisse. Les porteurs firent une vingtaine de pas, puis ils s'arrêtèrent et déposèrent la civière sur le sol. Un des porteurs s'éloigna, et Dantès entendit ses souliers retentir sur les dalles. « Où suis-je donc ?» se demanda-t-il. « Sais-tu qu'il n'est pas léger du tout ?» dit celui qui était resté près de Dantès en s'asseyant sur le bord de la civière. Le premier sentiment de Dantès avait été de s'échapper. Heureusement, il se retint. Le porteur qui s'était éloigné revint, s'approcha d'Edmond, qui entendit déposer près de lui un corps lourd et retentissant. Au même moment, une corde entoura ses pieds d'une vive et douloureuse pression. « Eh bien, le nœud est-il fait ?» demanda l'homme au falot. « Eh bien fait, dit l'autre, je t'en réponds. En ce cas, en route. » Et la civière soulevée reprit son chemin. On fit 50 pas à peu près, puis on s'arrêta pour ouvrir une porte, puis on se remit en route. Le bruit des flots se brisant contre les rochers
sur lequel est bâti le château, arrivait plus distinctement à l'oreille de Dantès à mesure que l'on avança. « Mauvais temps, dit l'un des porteurs. Il ne fera pas bon d'être en mer cette nuit. »« Oui, l'abbé court un grand risque d'être mouillé, dit l'autre. » Et ils éclatèrent de rire. Dantès ne comprit pas très bien la plaisanterie, mais ses cheveux ne s'en dressèrent pas moins sur la tête. « Bon, nous voilà arrivés, reprit le premier. « Plus loin, dit l'autre. Tu sais bien que le dernier est resté en route, brisé sur les rochers, et que le gouverneur nous a dit le lendemain que nous étions des fainéants. » On fit encore 4 ou 5 pas, en montant toujours, puis Dantès sentit qu'on le prenait par la tête et par les pieds, et qu'on le balançait. « 1, dirent les fossoyeurs, 2, 3. En même temps, Dantès se sentit lancé, en effet, dans un vide énorme, traversant les airs comme un oiseau blessé, tombant toujours avec une épouvante qui lui glaçait le cœur. Quoique tiré en bas par quelque chose de pesant qui précipitait son vol rapide, il lui semblait que cette chute durait un siècle. Enfin, avec un bruit épouvantable, il entra comme une flèche dans une eau glacée qui lui fit pousser un cri, étouffé à l'instant même de l'immersion. Dantès avait été lancé dans la mer, au fond de laquelle l'entraînait un boulet de 36 attaché à ses pieds. La mer et le cimetière du Château d'If. Dantès découvrira dans l'île de Monte Cristo le trésor des Borgia, dont l'existence lui avait été révélée par son compagnon de cellule, l'abbé Faria, devient riche, sera anobli par le pape, rentrera en France et se vengera de ceux qui l'avaient condamné et retrouvera son honneur. Il faut remarquer que le thème de la vengeance, cher à Dumas, est au centre de 2 autres de ses romans les plus célèbres, Les Trois Mousquetaires, qu'il publiera dans la presse la même année que le Comte de Monte Cristo, et 20 ans après. En février 1848, Dumas et Maquet rédigeront une adaptation théâtrale du Comte de Monte Cristo, qui sera montée au Théâtre Historique, théâtre qu'il avait lui-même fondé. Alexandre Dumas se fera bâtir une luxueuse résidence à Port-Marly, en région parisienne, appelée Château de Monte Cristo, et donnera ce même nom au yacht qu'il achètera en 1859. Dumas restera toujours fidèle au Château d'If, qui lui apporta en quelque sorte la notoriété, et il y emprisonnera un autre de ses héros, l'homme au masque de fer, prétendu jumeau de Louis XIV, dont il imagine les mésaventures dans le 3e volume des Aventures des Mousquetaires, le vicomte de Bragelonne. Il faut dire aussi un petit mot, si vous le voulez bien, du fameux abbé Faria, le compagnon de Dantès, lors de sa captivité, qui lui révélera l'existence du trésor des Borgia, caché dans l'île de Monte Cristo. José Custodio de Faria n'est pas un personnage de fiction. Et la plupart des Marseillais l'ignorent sans doute, et ignorent également qu'il vécut à Marseille et enseigna la philosophie au lycée de Marseille. Né dans les Indes portugaises en 1756, il partit pour Lisbonne à l'âge de 15 ans, accompagné de son père, et il poursuivit de brillantes études dans la capitale portugaise, puis à Rome, où il sera ordonné prêtre en 1780 et obtiendra le titre de docteur en théologie. En 1788, il découvre la France et d'abord Paris. 4 ans plus tard, il dirige un bataillon de sectionnaires, le 13 Vendémiaire, en 7, et il prend part à la Convention. Sous l'Empire, on le retrouve dans la cité phocéenne, où il est professeur de philosophie au lycée de Marseille. Il trouve la ville attachante et sa population intelligente et audacieuse. Il entretient des relations très étroites qui deviendront vite des relations d'amitié et de confiance avec l'évêque de Marseille, Monseigneur Jean-Baptiste de Bellois. Il deviendra vite populaire, très populaire même, notamment dans les quartiers pauvres, et il prêchera à l'église Saint-Vincent de Paul. Mais tout va basculer pour lui en l'espace de quelques jours. Il était en effet curieux de tout et se livrait, sans en faire mystère, aux sciences occultes, au spiritisme et à l'hypnotisme.
ce qui aurait enthousiasmé Victor Hugo, mais qui ne pouvait que déplaire à l'Église. Malgré la protection de Monseigneur de Bellois, il sera donc déplacé à Paris, où il ne recevra pas d'affectation. Il ouvrira alors, en 1813, un cabinet de magnétisme, et ses cours connaîtront un vif succès, car les gens étaient de plus en plus attirés par les sciences considérées alors comme parallèles. Après bien des mésaventures et des déboires multiples, il sera aumônier dans un pensionnat de Paris, et c'est dans la capitale qu'il mourut le 20 septembre 1819 d'une attaque d'apoplexie. Il sera inhumé au cimetière de Montmartre. Une chose est sûre, c'est qu'il garda un excellent souvenir de son séjour à Marseille et ne connut jamais les geôles humides du château d'If. Il serait resté sans doute à jamais dans l'anonymat si Alexandre Dumas n'avait, on ne sait par quel hasard, découvert son existence et s'il ne l'avait alors introduit dans son roman, où il marqua si profondément les esprits, si profondément que son nom restera indéfiniment lié à celui du château d'If. Le Comte de Monte Cristo deviendra si populaire en un temps record que légende, fiction et réalité historique allaient très vite se confondre, au point que Dumas, quelques années plus tard, retournant incognito au château d'If, fut extrêmement surpris d'être conduit aussitôt dans la cellule de Dantès. Voici le récit qu'il fit de cette singulière visite. Voilà que la légende fausse a pris la place de l'histoire vraie. Voilà qu'on ne raconte plus au château d'If la captivité de Mirabeau, mais la fuite de Dantès. C'est ainsi que j'arrivai au château d'If pour me faire raconter l'histoire de Dantès comme à un étranger, et que, comme à un étranger, le concierge, ou plutôt la concierge, dans un baragouin espagnol impossible à comprendre, il faut lui rendre cette justice, me raconta l'histoire de Dantès. Rien n'y manquait, je dois le dire, ni le corridor creusé d'un cachot à l'autre, ni la mort de Faria, ni la fuite du prisonnier. Quelques pierres avaient même été tirées à la muraille pour donner plus de vraisemblance à la chose. En sortant, je donnai au concierge un certificat constatant que toute cette histoire était parfaitement conforme au roman. Alors le château d'If sera la vedette en 1936 d'une opérette marseillaise, dans la grande tradition de ce genre, Les gangsters du château d'If, de René Sarville et Vincent Scotto pour la musique, avec le très populaire Alibert. Opérette sans prétention, qui néanmoins, fait à ma connaissance quasi unique dans l'histoire de l'opérette, sera curieusement censurée par la municipalité d'Henri Tassot à cause des héros de cette histoire, les fameux gangsters. Ce qui explique qu'il fut donné à Lyon l'honneur de sa création au théâtre des Célestins. Le spectacle eut un retentissement national et sera à l'origine d'un film tourné 3 ans plus tard. Alors je vous propose, si vous voulez bien, une petite pause musicale et nous allons entendre un petit extrait d'une des chansons des gangsters du château d'If, si la régie veut bien envoyer le CD. Quand le soir je vais rêver dans mon bateau, mes yeux découvrent des horizons nouveaux. Et quand tu parais sous la lune qui luit, devant ta beauté je chante dans la nuit. Ah, vieux château d'If, charmant trésor des îles d'or. Ah, dans les soirs bleus comme tu parais merveilleux, dans les coins vermoulus de tes tours, quand c'était le jour, les oiseaux de partout vont toujours s'enivrer d'amour, et les amoureux sont plus heureux et plus fidèles quand
batelier qui vogue dans tes eaux m'indique à minuit parfois quand il fait beau. On peut voir rôder léger comme un oiseau le fantôme tout blanc de Monte Cristo. Ah, vieux château d'If, charmant trésor des îles d'or. Ah, dans les soirs bleus comme tu parais merveilleux, dans les coins vermoulus de tes tours, quand s'éteint le jour, les oiseaux de par deux vont s'enivrer d'amour, et les amoureux sont plus heureux et plus fidèles quand ils ont gaiement prêté serment sous tes tourelles. Quand mon cœur t'aperçoit du vieux port, il bat bien plus fort. Ah, vieux château d'If, charmant trésor des îles. Voilà, merci. Là, c'est toute une époque, hein, c'est toute une époque. Voilà, c'était notre petite pause musicale. Alors, le château d'If sera encore la vedette, sera la vedette en 1985 d'un téléfilm de télévision. Antenne 2 programma un téléfilm dont le scénario était dû à la plume de l'écrivain marseillais Nicole Siravegna, La prison sur la mer, que certains d'entre vous ont vu peut-être, et qui évoque l'utilisation par le roi Louis XIV du château d'If pour l'incarcération des protestants dans des conditions souvent inhumaines. À l'époque des guerres de religion, 3500 protestants furent enfermés au château d'If. Alors pour en revenir à Alexandre Dumas, après les succès phénoménaux du Comte de Monte Cristo et des Trois Mousquetaires, celui-ci va se lancer à un rythme effréné dans l'élaboration de plusieurs grands cycles romanesques et il tirera de ses œuvres et de leur adaptation théâtrale des revenus colossaux. Il multiplie alors les voyages, reçoit chez lui de façon somptueuse et organise des fêtes où se mêlent actrices, femmes du monde, amis, écrivains célèbres, hommes politiques, mais aussi vagues relations qui deviennent vite des amis. Il aime bien manger et bien boire. Il a un appétit digne de Gargantua. Son plus grand bonheur après avoir écrit, c'est la révélation du théâtre à l'âge de 18 ans. C'est cette passion dévorante du théâtre dès son plus jeune âge qui fin d'enfance de l'opéra comique. Revenons sur ce premier séjour à Paris du jeune Alexandre qui n'a pas encore 20 ans. Mais le bureau de tabac qu'elle avait obtenu l'autorisation de monter après Waterloo n'était pas assez rentable et l'argent. Voir Talma. Voir Talma, c'était alors comme aujourd'hui, voir Michel Bouquet. François-Joseph Talma était un immense tragédien qui excellait dans le répertoire classique. Britannicus, Phèdre, Horace. Ce qui le caractérisait, c'était son souci de vérité et d'authenticité dans ses interprétations et il savait ramener au ton naturel l'emphase tragique. Il était adulé par la jeunesse passionnée de théâtre. Nos deux amis attendirent patiemment pour lui parler après la représentation. Ils furent très bien accueillis car Talma était un ancien ami du général Dumas. Alors voici le récit de cette rencontre mémorable faite par Dumas lui-même. Je vais demander à Guy d'endosser la toge de Talma. Et voici le récit de cette rencontre. C'est Dumas qui parle. Je restais à la porte bien humble, bien rougissant. Adolphe lui dit que nous venions le remercier. Ah ah! Avancez donc.
Eh bien, monsieur le poète, êtes-vous content? Je suis mieux que cela, monsieur. Je suis émerveillé. Eh bien, il faut revenir me voir et me demander d'autres places. Hélas, monsieur Talma, je quitte Paris demain ou après-demain au plus tard. Comment? Vous ne pouvez pas rester jusqu'à après-demain soir? Impossible. Il faut que je retourne en province. Que faites-vous en province? Je suis clerc de notaire. Bah, il ne faut pas désespérer pour cela. Corneille était clerc de procureur. Messieurs, je vous présente un futur Corneille. Touchez-moi le front, monsieur. Cela me portera bonheur. Allons, soit. Je te baptise poète au nom de Shakespeare, de Corneille et de Schiller. Retourne en province, rentre à ton étude et si tu as véritablement la vocation, l'ange de la poésie sera bien allé te chercher où tu seras, t'enlever par les cheveux comme le prophète Habacuc et t'apporter là où tu auras affaire. Merci, monsieur. Merci. Allons, allons, ce garçon-là a de l'enthousiasme. On en fera quelque chose. Et il me secoua cordialement la main. Alors Dumas, sur son petit nuage, revint à son étude et présenta tranquillement sa démission. Il n'avait plus qu'une idée en tête, s'installer à Paris. Sa mère n'hésita pas. Elle vendit son petit bureau de tabac et de gravures de Piranèse de ce que son époux lui avait rapporté de ses campagnes d'Italie. Et puis voilà. À Paris, Alexandre, à cause de sa belle écriture, trouva un emploi chez le duc d'Orléans, dont nous avions dit tout à l'heure qu'il donna à Dumas, sans le savoir, un coup de pouce décisif pour son avenir. On imagine la joie du jeune homme. C'était d'abord la fin de la misère pour sa mère. Quant à lui, tout en exerçant avec zèle ses fonctions de fonctionnaire du duc, dès 5h30, heure à laquelle s'achevait son travail, il était libre de découvrir Paris. Et comme il était gentil et très rigolo, toutes les portes s'ouvraient pour le recevoir. Il se rendit compte très vite que Paris était le cœur du théâtre. Dans les petits cafés, des centaines de littérateurs qui n'avaient pas de quoi s'offrir un verre de vin écrivaient fébrilement des comédies en vers. Dans les ministères, les employés passaient leur temps à composer des chansons et des vaudevilles. Et inversement, les vaudevillistes à succès devinrent sous-préfets de Louis-Philippe. Autour des scènes se rassemblaient les claqueurs, le chef de classe, les marchands de billets, les acteurs, tout un petit monde pittoresque. Les journaux, créés par les nouveaux champions du romantisme, fondaient leur fortune sur celle des tragédies ou des comédies. À Paris, rien d'autre n'existait. Le théâtre était tout. La vie civile, politique, économique n'était en définitive qu'une continuation, une prolongation de l'existence électrisante et éphémère des scènes. Très vite, le théâtre connut son nouveau seigneur. Il s'appelait Alexandre Dumas. Sa taille était superbe, écrit dans ses mémoires la comtesse d'Ache. On se mettait encore en culotte courte en ce temps-là pour certains bals. Monsieur Dumas montrait volontiers de très belles jambes, avec cela de très beaux yeux de couleur saphir dont il avait l'éclat lorsque son intelligence s'animait. Il devint donc la coqueluche du tout Paris, un tout Paris qui vivait alors dans un carré de 4 kilomètres de côté, mais qui faisait et qui défaisait les réputations. Un tout Paris, un tantinet cancanier, mais cultivé, et qui savait parler et raisonner. Dans ce petit monde, bien dans sa peau, on était républicain ou royaliste, noble ou bourgeois, prostituée ou femme sérieuse. Les femmes sérieuses avaient des amants. Elles succombaient parfois et allaient se confesser aussitôt à un abbé mondain qui leur donnait une douce pénitence à accomplir afin de retrouver les chemins de la raison. Les revues littéraires, comme les journaux, foisonnaient dans la capitale. Elles racontaient la vie des salons. Elles étaient lues par tout le monde, du boutiquier au roi de France.
C'était de véritables livres qui dévoilaient des gens très différents, qui aimaient et faisaient la fête et vivaient ensemble, bon, sans se poser de questions. Une sorte de grand bonheur. C'était ce que l'on appelait la gaieté parisienne, héritière de l'Ancien Régime, mais très moderne et ouverte sur les idées nouvelles. Dumas adorait cette atmosphère et cette vie infiniment bourgeoise et aristocratique, mais aussi profondément aventurière et joyeuse, dans lesquelles il trouvera les modèles de ses romans et les transposera donc dans l'histoire. Après le Comte de Monte-Cristo et les Trois Mousquetaires, la vie parisienne allait devenir pour lui, désormais romancier reconnu et apprécié dans toute l'Europe, un véritable feu d'artifice quotidien. Les femmes, séduites par sa prestance physique, attirées par son sang africain, tombaient dans ses bras comme des mouches. Et la liste de ses maîtresses, qu'il braconna un peu partout, et en particulier dans les coulisses des théâtres, est tout à fait impressionnante. Je vais demander à Guy de bien vouloir égrener leurs noms et j'ajouterai au besoin quelques précisions sur certaines d'entre elles. Entendu. Aglaé Tellier. Sa toute première maîtresse. Valentine. La petite buraliste du boulevard Malherbe. Louise Leroy. Laure Labbé. Qui lui donna son fils, Alexandre, en 1824. Virginie Bourbier. La première d'une grande lignée de comédiennes. Mélanie Waldor. Belle Creil-Samner. Une jolie brunette aux yeux d'azur, mère de sa fille Marie en 1831. Madame Abel. Hyacinthe Meignier. Marie Dorval. Admirable interprète de plusieurs de ses pièces. Eugénie Sauvage. Caroline Hunger. La grande cantatrice. Octavie Durand. Aimée Doze. Anaïs Aubert. Henriette Laurence. La mystérieuse Henriette au pouvoir magique, disait-on. Eugénie Skrivanek. Marguerite Guidi. Béatrix Persson. Qui rivalisait avec lui sur le nombre de cailles ingurgitées en un repas. Anna Boer. Isabelle Constant. Emma Manoury-Lacour. Marie. Ah, Marie, la petite pâtissière qui lui faisait de bons petits gâteaux et de nombreuses gâteries. Marie de Fernand. Émilie Cordier. Fanny Gordoza. Jenny Falcon. Marie Garnier. Ada Menken. On va arrêter là. Hein. Il y a des points de suspension. Hein, Oui, oui. il y en a une quantité d'autres. Non. Vous en connaissez certainement d'autres. Amour fugitive qui n'ont pas laissé toutes de traces. Je voudrais revenir sur la toute dernière, Ada Menken, qui fut de toutes la femme qu'il aima certainement le plus. Il avait alors dépassé les 60 ans et avait claqué presque tout son argent. Il en avait beaucoup gagné, mais tout avait disparu en fêtes, en voyages, en cadeaux à ses amis, en générosité auprès des pauvres. Il avait été obligé de vendre son château de Port-Marie. S'était essayé sans grand succès à la politique lors des élections législatives de 1848 dans le département de Seine-et-Oise. On l'accusa d'avoir été de la maison du duc d'Orléans et d'avoir un grand-père marquis tout en se disant républicain. Bref, on l'accusa de tous les maux et le coup d'État du futur Napoléon III, qu'il réprouva comme son ami Victor Hugo, mit fin définitivement pour lui au temps où il incarnait à lui tout seul le Quai Paris. Désormais, il devra lutter pour sa propre survie, et tandis que son fils conquiert à son tour Paris avec la dame aux camélias, il se penche avec nostalgie sur son passé et rédige ses mémoires.
C'est de cette époque que date ce portrait émouvant et très pertinent de Maxime Ducamp. Dumas avait alors 60 ans, et jamais son éternelle jeunesse n'avait été plus apparente. Sa haute taille, sa carrure et sa force, son visage toujours souriant, sa large tête couronnée de cheveux crépus et grisonnants, son empressement à plaire, sa poitrine profonde et sa ferme démarche lui donnaient l'apparence d'un Hercule bon enfant. Comme les géants qui connaissent leur force et craignent d'en abuser, il était doux. Jamais je n'ai surpris en lui un geste d'impatience. Si un homme fut aimable au sens originel du mot, c'est-à-dire fait pour être aimé, c'est bien celui-là. La vie avait chez lui une intensité extraordinaire, elle le débordait, c'est à peine s'il pouvait la contenir. Lorsqu'Alexandre Dumas était quelque part, il y avait pour ainsi dire des vibrations supplémentaires auxquelles nul n'échappait, sa puissance expansive était telle qu'elle pénétrait les plus éteints. Il rencontra donc Adam Henken en 1867, il avait 65 ans et elle moins de 30 ans. Elle était écuyère, américaine, et jouait au théâtre de la Gaîté Les Pirates de la Savane. Si le coup de foudre existe ici-bas, il est incontestable qu'il se produisit ce jour-là. Et le plus étonnant, c'est qu'il fut réciproque, et qu'allait naître entre eux l'une des plus belles histoires d'amour de la littérature. Ada n'était pas une simple comédienne comme les autres. C'était une femme assez extraordinaire, je me suis assez penché sur sa vie, et elle m'a réellement fasciné dès le jour où, on peut dire, je l'ai découverte il y a quelques années. Une femme qui semblait tout droit sortir d'un roman d'Alexandre Dumas, d'une intelligence supérieure et d'une grande culture. Elle était poète, chanteuse, danseuse, comédienne, excellente écuyère, parlait plusieurs langues, était aux États-Unis une spécialiste reconnue d'Edgar Allan Poe. Elle était l'amie de Mark Twain, de Charles Dickens et de nombreux grands écrivains d'Europe et d'Amérique. Sa mort prématurée en 1868 allait profondément bouleverser Alexandre, qui ne s'en remit jamais. Il la suivra d'ailleurs de très près. À partir de 1869, épuisé par la maladie et le chagrin, Alexandre Dumas s'efforce de donner le change. Et sa fille Marie, qui vit auprès de lui, boulevard Malherbe, dissimule tant qu'elle le peut la déchéance de son père, qui s'efforce de rassembler les articles de son grand dictionnaire de cuisine qui sera publié posthume. Il écrit également, non sans mal, ce qui sera son dernier roman inachevé, Le Chevalier de Saint-Hermine, que le spécialiste de l'écrivain Claude Chope a retrouvé il y a 2 ou 3 ans et a publié, et ce roman d'ailleurs, Le Chevalier de Saint-Hermine, n'est pas sans rappeler le Comte de Monte Cristo. On y retrouve en effet toutes ses passions et sa fougue, et la preuve que le vieux père Dumas avait encore des ressources cachées et plus d'un tour de cap et d'épée dans son sac à histoire. Il meurt finalement chez son fils, à Puy, non loin de Dieppe. Son corps sera transporté depuis au cimetière de Villers-Cotterêts et il se trouve, comme vous le savez, depuis 2002, l'année du bicentenaire de sa naissance, au Panthéon, où Victor Hugo repose, lui, depuis 1885.